la maison type qu'on disait ici. Normalement, c'est une maison à 2 pans de toit, en général à Iose. L'architecture cerdane, c'est la maison un peu cubique, 2 pentes, 2 niveaux plus comble. C'est pas de pierre mais du crépi. Enfin, c'était à la base en pierre mais on a crépi. Bon, la maison typique capsinoise, c'est des murs de 80 cm de large, faits avec de la pierre et de la terre. Une partie pierre et une partie bois, voilà, pour que ça fasse vraiment station montagne. Nous avons des maisons en pierre au départ, donc toutes les maisons étaient en pierre. Pierre et terre, terre argileuse et pierre. Tout ce qui trouvait sur place, cailloux, terre, bois, ardoise, les matériaux du coin. C'était construit comme ça. Des petites fenêtres. Pourquoi? Parce qu'il faisait froid. Donc les ouvertures étaient très petites. Bon, les fenêtres plus hautes que larges, les portes aussi, surtout plus hautes que larges. Il y avait la grande cheminée où on se chauffait devant et on se gelait derrière. Mais comme il y avait les bêtes en dessous, c'était le chauffage central. Le parc naturel régional des Pyrénées catalanes me confie une étude sur la construction. À quoi ressemble l'habitat typique d'ici? Durant plusieurs mois, je vais à la rencontre de celles et ceux qui vivent ce territoire. Habitants, élus locaux, architectes, bâtisseurs, professionnels de l'immobilier. C'est le vertical, horizontal. Je parcours les hauts plateaux et les vallées à la recherche de la maison typique d'ici. Les Pyrénées catalanes s'étendent sur plus de 139 000 hectares de 350 à 3 000 mètres d'altitude. Les 23 000 habitants du parc sont répartis sur les 66 communes qui composent les 3 entités géographiques que sont le Conflent, la Cerdagne et le Capcir. Mes premières observations me laissent perplexe. Des maisons de village côtoient des immeubles au pied des stations de ski. Ici, une ferme traditionnelle, et là, un chalet de bois. Cependant, 4 matériaux sont présentés comme typiquement locaux. Le bois, la pierre, le crépi pour les murs et l'aïose pour les toits, selon des techniques variables, mais sans exclure quelques nouveautés. L'équipe du parc, l'équipe technique et les élus sont de plus en plus confrontés dans les projets d'aménagement et les projets de construction à 2 questions. C'est l'accueil de nouvelles populations et la préservation de l'attractivité de ce territoire avec son identité et ce qui fait sa spécificité. Et pour pouvoir écouter encore mieux les attentes des populations, qu'elles soient résidentes permanentes ou touristiques, on avait besoin de quelqu'un qui puisse faire ce travail par une méthode scientifique, d'écoute, de questionnement et puis une restitution la plus objective possible de ses attentes et de ses besoins. C'est pour ça qu'on a fait appel à une ethnologue et qu'on a choisi de faire ce film-là. Ma mère, qui était gamine à cette époque-là, quand son père a construit la maison de Calaïgadé au Castell, ma mère faisait le manœuvre de son père qui, lui, construisait le mur, et ça veut dire que ça se faisait en famille. Hein. Il y avait celui qui construisait le mur avec les matériaux qu'il trouvait localement, c'est-à-dire de la pierre et de la terre, et ça se faisait en famille. Voilà. Lorsque mon père a eu 4 sous qui lui provenaient de la vente d'une parcelle du barrage, dans les années 55, la première chose qu'il a fait, il a fait crépir la façade, en ciment. Pourquoi? Parce que ça faisait une étanchéité, d'une part, ça solidifiait et ça faisait bien.
Hein, voilà, la maison en crépi-ciment, ça faisait bien. Et ma fille, quelques générations après, au moins 2 générations après, puisqu'il y a eu ça mon père, la mienne et maintenant la sienne, et bien elle, qui vient de rénover la vieille maison, elle a remis la pierre apparente. C'est-à-dire qu'elle a fait ressortir toutes les pierres et rejointées. Maintenant, il y a cette grande mode qui est de mettre de la pierre apparente partout. Donc on décroute, entre guillemets, les façades. À l'époque, on badigeonnait les murs comme ça, de ce système de crépi, parce qu'en même temps, tu fais le joint comme il faut des pierres, et t'évites que le froid rentre. Théoriquement, la pierre comme ça, on l'a conservée pour les granges. Alors que maintenant, c'est le contraire. Maintenant, c'est les pierres apparentes pour la maison. Et les granges, il n'y en a plus. Puisque les granges sont devenues des maisons. Voilà. C'est vrai que si c'est une jolie façade en pierre jointée, c'est joli. Hein, si c'est bien fait. Lorsque j'ai fait des toits en yose, j'en ai fait pas beaucoup, j'ai fait quelques-uns, ça n'a pu être que de la yose de récupération, venant de vieilles maisons qu'on a démolies ou qu'on a refait le toit, dont on n'a pas jeté les yoses. Il s'avère qu'ici, on n'a plus de production de yose. Il y a eu des productions de yose par Soloyère. Là, c'est fini, on ne peut plus en trouver. Ça, c'est de la yose. Enfin, c'est de l'ardoise calibrée. Mais quand on marque sur le poste l'os du pays, ça n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de fabricants de l'os du pays. Alors nous, ici, nous sommes couverts essentiellement en ardoise, parce que certains chalets en yose de pays, parce qu'on a des clients qui ont voulu retrouver des toitures ancestrales du pays. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'il faut retrouver des toits qui se démontent, il faut faire de la récupération, de la retaille de yose. Dès qu'on a un bâti en péril, hop, on en profite, ce que font nos derniers poseurs de yose, qui sont de moins en moins nombreux et c'est vraiment un problème également. On dépose les yoses de la grange, voilà, on se débrouille avec le propriétaire et puis on dépose, avant que la couverture ne tombe, on les stocke, voilà, ensuite on les retaille et puis on les a donc disponibles pour un chantier de rénovation. Bon, mais tu vois, il faut toutes les reprendre parce que comme elles sont de récupération, il faut leur refaire la forme. Ah, et après, un trou. Parce qu'elles sont clouées. Voilà. Là, tu as une ardoise prête à poser. C'était les particuliers qui faisaient la carrière. Ils faisaient l'ardoise en hiver, souvent, quand il faisait mauvais temps. Mais ils étaient libres, ils allaient là où ils voulaient l'extraire. Il n'y avait pas de concession, il n'y avait pas d'environnement, il n'y avait pas tout le tas de trucs qu'il y a maintenant, qui compliquent la situation. Le premier problème, c'est donc l'absence de carrière. Donc ça, c'est peut-être une prise de conscience au niveau du pouvoir public. C'est vrai que les ouvertures de carrière sont soumises à des autorisations administratives très très compliquées, des remises en état de site après exploitation, donc des choses vraiment très lourdes sur le plan administratif et financier. Donc il y a des tentatives qui se font parfois dans la région, mais ça a vraiment du mal à démarrer. Donc ça serait vraiment dommage qu'on en arrive à importer des matériaux de Chine ou de Brésil, comme ça se fait parfois. Puisqu'on n'a plus ce genre de fourniture là, on s'est retourné donc vers l'ardoise espagnole, qui eux font une ardoise de forme arrondie, mais qui est calibrée. Donc on est quand même globalement pratiquement qu'en ardoise calibrée, qui est l'ardoise de Galicie qu'on retrouve ici sur toutes les constructions. Voilà, donc certains constructeurs commencent à mettre des toits en herbe. Nous, on n'y est pas venu parce que quand on a commencé à construire, en fait, les premiers chalets qui avaient été faits étaient avec des toits en herbe. Ils ont eu quand même beaucoup de soucis au bout de 20 ans de vie. Et nous, on n'a pas voulu renouveler. On avait pensé pour notre premier chalet le faire en herbe. Et puis quand on a regardé un peu partout ce qui s'était fait et comment ça avait vécu, ça nous a fait un peu peur. Les toits végétalisés sont arrivés, comme vous disiez tout à l'heure, dans les années 70, avec ces chalets norvégiens. Puisque ça a été les premiers chalets en bois qui sont arrivés chez nous. Et je pense que... Oui, c'est ça. Et là, certains doivent arriver avec
il devait proposer, le constructeur, je suppose, un toit végétalisé. Ou alors un toit comme vous voyez en face qui n'a rien à voir avec des shingles verts. C'est les mêmes années hein, et les mêmes chalets. Voilà comment ils sont arrivés chez nous, les toits végétalisés. Ils sont toujours autorisés, de plus en plus même. Nous allons faire la maison de santé avec un toit terrasse et sûrement qu'elle sera végétalisée, la terrasse. La toiture végétalisée, en fait, elle a deux avantages. Bon, on met 30 cm de terre. Il faut imaginer sur une maison comme celle-ci, ça représente à peu près, ça va représenter 120 tonnes de terre qu'on va mettre dessus. Ça vient appuyer très fort en fait au niveau des jonctions et ça contribue en fait à l'étanchéité des maisons. Ça coûte la même chose que des toitures normales, entre guillemets, et en plus on ne fait pas venir les ardoises du fin fond de l'Espagne. Enfin voilà, donc vraiment ça n'a que des avantages. Murs en pierre apparente ou crépis, toiture couverte d'ardoise ou de verdure. Chacun opère ses choix en fonction de critères personnels pour le moins variés. Je crois qu'il s'agit pour le parc de construire un contexte favorable à l'utilisation de matériaux locaux. On a travaillé sur la normalisation du pain accroché, donc ce qui permet aujourd'hui aux artisans d'apporter toutes les garanties dans la construction. On peut travailler sur l'accompagnement et on travaille sur l'accompagnement des entreprises, donc de la formation, de l'information et de la sensibilisation à ces matériaux-là. On travaille avec tous les corps de métier du bâtiment, de façon à ce que les choix puissent être discutés et surtout réalistes et adaptés aux besoins des populations concernées. Il faut regarder les coûts, bien sûr, de construction et les populations auxquelles on adresse ce type de construction aussi, parce que si on a des coûts trop élevés, ça sera impossible de construire selon des normes trop exigeantes. Et le choix des matériaux va s'imposer de lui-même dans la discussion et dans le tour de table entre les artisans et tous les professionnels du bâtiment. Quand on a voulu construire la maison, on est allé voir un constructeur qui ne faisait que des maisons en ossature bois, voire même en rondin. Et quand on a voulu lui faire le devis et qu'on lui a expliqué, moi il m'a demandé de suite, qu'est-ce que vous voulez comme bois à l'intérieur, est-ce que vous voulez aspect bois? Et moi j'ai dit non surtout pas, moi je veux pas qu'on voit de bois partout. Et alors là il nous a dit non mais c'est pas possible, chez nous c'est aspect bois intérieur et extérieur, tout. Pour moi c'était important qu'il y ait un petit peu de bois pour voir quelque part que cette maison, elle est en bois. Voilà. Donc, on a fait une barrière en bois, on a fait tout le contour des fenêtres en bois. On va mettre aussi des poutres au-dessus des fenêtres pour que qu'on voit l'aspect bois. Mais après, par contre, je veux pas qu'elle soit une maison qu'on voit de loin. Quoi. Voilà, ça aussi c'est essentiel parce que je ne veux pas me faire remarquer. Voilà. Donc c'était important aussi par rapport à l'architecte, c'était quelque chose qu'on avait vu ensemble, qu'elle s'intègre. C'est-à-dire qu'on avait regardé les autres maisons aux alentours pour pas qu'elles soient trop visibles quoi, de tout le monde. Voilà, il fallait que ça reste quelque chose de je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot, bien dans son environnement. Voilà. Notre but, c'est de créer des maisons où il fait bon vivre, où la lumière rentre, où on va privilégier, nous, le bien vivre à l'intérieur sans forcément être extrémiste sur le côté écologique. Et les gens, quand ils ont habité une semaine, quand ils ont passé une journée dans un chalet, c'est cet aspect qui les intéresse plus que la dépense énergétique qu'on va retrouver en fin d'année sur sa note de chauffage, sur sa note d'éclairage. Eux, ce qu'ils regardent, c'est l'ambiance du chalet. Pas que l'extérieur, mais l'ambiance quand on est à l'intérieur. C'est un autre produit, c'est un produit qui a une très forte image pour les gens.
Pour ici, déjà, c'est l'isolation, hein. C'est primordial, quoi. Avoir une super isolation, comme ça, au niveau chauffage, parce que c'est un des plus gros budgets dans le coin. Limiter ce budget-là, déjà, c'est déjà bien. Et après, c'est sûr que la lumière, hein, puisque quand il y a du soleil, autant en profiter, quoi, hein, autant la capter. En prix, on est inférieur à si on avait acheté une maison au bord du lac de Matemang, quoi, sans problème. Hein. Et plus grande. Et peut-être plus grande et conçue comme on a voulu, plus ou moins. Ouais, donc, Non, ça c'est sûr. Il faut quand même aussi respecter ce qui a été fait depuis des années. Si le village il a été construit en pierre, après faire des maisons en bois ou en parpaing, hein, à l'intérieur, ça dénature le cœur du village quand même. L'architecture de chez nous, on n'est pas dans les Alpes, on est dans les Pyrénées. Et c'était la maison en pierre. C'est sûr qu'on faisait des sortes de chalets, mais c'était les badiou, ce qu'on appelait le badiou. C'était la maison. Enfin, c'était pas des maisons, c'était les granges ou alors les moulins, les badiou. Les badiou, c'est les hangars. Si vous voulez, c'était pour protéger, on mettait des pierres, des planches. Ça existait. Ça existait, mais ce n'était pas la maison d'habitation. Tandis que maintenant, c'est le chalet qui est la maison d'habitation. Ce n'était pas notre architecture, mais bon, l'architecture aussi évolue. Moi aussi, j'ai évolué. À un certain moment, j'étais vraiment contre, et puis maintenant, après tout, ça existait aussi. La présence de ces chalets dans les Pyrénées catalanes est intimement liée au tourisme. Il prend son essor avec la belle époque du thermalisme, au début du XXe siècle. Vernet-les-Bains, Molich, Thuès, ou ce qui deviendra par la suite Font-Romeu, s'inscrivent dans cette première vague du tourisme qui ne concerne qu'un petit nombre de personnes particulièrement aisées. Elle a ses propres codes et elle ne se soucie guère des façons locales en matière de construction. Ce qui attire la belle société et signe sa présence, ce sont ces habitations qui tranchent franchement avec le style du pays, qui peut au mieux lui apparaître comme pittoresque et bien indigne d'elle. Maisons de style basque, landaise, tyrolienne, alsacienne et autres chinoiseries poussent alors avec bonheur sur le sol catalan. Les finances de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie, déjà mises à mal par la Première Guerre mondiale et la crise économique de 1929, ne résistent pas au second conflit mondial. Après 1945, la villégiature mondaine cède peu à peu la place à une autre clientèle, moins aisée certes, mais plus nombreuse. À partir des années 60 et 70, le tourisme de masse se développe. S'inspirant de l'exemple des Alpes, où le plan neige, lancé par l'État en 1964, fait naître de nouvelles stations de ski, certaines communes du Cap-Cyr et de la Cerdagne s'engagent elles aussi dans l'aventure de l'or blanc. Qui dit tourisme de masse, dit hébergement de masse. Dans la mouvance des stations de ski nouvellement créées, apparaissent les studios-cabines et les chalets. On se trouve au pied des pistes de la station de Pyrénées de Ville, de Volcaire. Voilà, c'est le départ de la station qui a été créée dans les années 70. Donc à travers une ZAC, une zone d'aménagement concerté. Donc en gros, si vous voulez, la station, il y a eu un plan d'aménagement global de ce pied des pistes qui a été quand même plus ou moins bien respecté. Avec, il restait il y a quelques années encore des parcelles qui n'étaient pas bâties et qui maintenant sont bâties, elles sont juste derrière nous. À l'époque, ils partaient plus sur de l'immeuble, bon, et avec moins de... C'est vrai, la partie esthétique n'était pas au top, quoi. Je pense que l'intégration environnementale n'était pas leur préoccupation première. Je pense. À ce moment-là, pour évoluer, pour qu'un village évolue, il fallait construire. C'était la mode du moment. Les premières parcelles sont vendues à 18 francs le mètre carré, pour après passer à 25, pour après passer à 32 francs le mètre carré. Voilà. Au vu d'aujourd'hui, c'est cadeau. Ceux qui ont acheté à ce moment-là ont fait vraiment une bonne affaire.
Alors le marché actuel de l'immobilier, tout dépend les biens. Alors pour le chalet, ben, évidemment, ça va très bien, le marché va bien. Pour les appartements, tout dépend lesquels. Pour les studios, c'est la catastrophe. Il y en a beaucoup et du coup, à des prix un petit peu de 30 000 à 70 000, c'est un peu... Non, ça marche plus trop. Les gens veulent plus d'espace. L'habitat quand même en rondin s'est énormément développé ici parce qu'il y avait l'effet région plus l'effet des produits qu'on proposait. Il faut savoir que ce type de chalets, dans beaucoup de stations, on ne peut pas les construire. Et notamment sur la chaîne des Pyrénées, il y a les Pyrénées centrales, c'est très difficile de pouvoir construire en fuste. Donc le Catalan n'est pas fermé. Visiblement, même nos politiques sont très ouverts parce qu'on nous a quand même globalement laissé construire des chalets qui au départ, pour les gens, étaient un peu novateurs. Il faut savoir aussi que le prix du foncier dans nos Pyrénées est quand même moins élevé que dans les Alpes. Que les mêmes fonciers font facilement le double en prix dans les Alpes par rapport à chez nous. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont venus construire où on pouvait construire ce type de chalet. Donc, sur nos stations, notamment, Font-Romeu, Beaurepaire, un peu les Angles, le développement s'est fait comme ça. Donc, nous, on avait des Parisiens qui trouvaient nos revues, trouvaient l'article, trouvaient ça sympathique. Ils regardaient l'adresse, ils nous téléphonaient, est-ce qu'on peut venir vous voir un week-end? Les gens venaient. Et à partir de là, on avait un contact. En même temps, ils résidaient sur la région, donc ils découvraient la région. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire une clientèle. Voilà. On va plutôt du secondaire parce que bon, on est en station de ski. Donc c'est beaucoup de personnes qui aiment faire du ski ou des randonnées ou du parapente. Par contre, en Basse-Cerdane, c'est plutôt du principal. Les gens qui vivent à l'année ici. On n'est pas nombreux, mais il y en a quand même. Donc, il y a également. Mais là, par contre, les budgets sont moins élevés. On va être aux alentours de 150 000 € pour une maison. Et pour un appartement, on va être plutôt dans les 80 000 €. Après, les maisons de village marchent bien. Mais alors, ce sont des budgets tout petits. On va être en dessous de 100 000 €. Ce sont des maisons à retaper, les gens veulent mettre ils veulent se l'approprier le bien, ils veulent faire des rénovations, donc ça va être des budgets en dessous de 100 000 €. Rénover le bâti ancien pour mieux se l'approprier. Cela signifie aussi l'inscrire dans le présent, celui des goûts de son propriétaire, celui des exigences du moment, parfois contradictoires, du moins en apparence. Nous sommes aujourd'hui dans un petit village du parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Ce petit village s'appelle Caya. Il représente bien l'image qu'on peut donner d'encore un petit village qui a gardé son identité. Ici, par exemple, nous avons une maison de village typique de la fin du 19e siècle avec ses grandes baies, plus hautes que larges. Ensuite, nous avons pour les gens qui veulent avoir des terrasses à leur maison, nous avons les terrasses couvertes. Et ça, c'est dans la tradition des villages catalans où nous avons le toit avec terrasse couverte sur la rue. Quand on habite en ville toute l'année dans un appartement, la première chose dont on rêve, c'est d'avoir une terrasse. Alors soit vous avez un jardin, soit sinon dans les maisons de village, qui sont souvent des habitats un peu resserrés, on a un peu plus de mal. Ou alors l'étage du bas est un étage bas de plafond, parce que c'était réservé aux animaux, et on a plutôt les pièces de vie au premier étage, qui ont une hauteur sur le plafond un petit peu plus agréable. Et donc là, il y a besoin de se créer une terrasse au premier étage. Donc là, il faut faire vraiment très très attention parce que c'est vraiment des dispositifs qui n'existaient pas du tout dans l'architecture traditionnelle. Donc les bâtiments de France, à raison, bloquent à chaque fois et ils ont vraiment raison. Donc là aussi, il faut essayer de trouver des arrangements et des choses qui pourraient éventuellement convenir à tout le monde. Donc quand on voit le village depuis une route qui le surplombe, ou depuis un sommet, ou éventuellement en vue aérienne, on essaie d'éviter d'avoir des plans horizontaux qui sont vraiment des choses qui sont apparues dans l'architecture aux alentours de la guerre de 1914, en tout cas l'entre-deux-guerres et l'architecture moderne, et qui n'ont rien à faire dans un village où le bâti a très peu évolué depuis le XVIIe ou XVIIIe siècle. Nous avons l'église Saint-Étienne à mi-chemin entre Sahorre et le hameau de Torrent et qui est classée. Donc le village est à 90% classé
ce qui veut dire qu'il y a un périmètre de protection et que donc eh bien, l'habitat, la construction est soumise à une grosse réglementation. Alors ce sont par rapport à les couleurs des façades, les hauteurs et largeurs des fenêtres, les toitures, enfin voilà, tout est, disons, est réglementé. Vous remarquerez qu'à l'entrée et la sortie du village, vous avez du photovoltaïque sur les toits, parce que, bien sûr, ces bâtiments ne sont pas impactés par la mesure de protection des bâtiments de France. Et tout le reste, les administrés qui souhaitent mettre du photovoltaïque sur le toit n'ont pas le droit, sauf si c'est en toiture intégrée. Donc le coût est tellement élevé que personne ne le fait. Et moi, chaque jour, j'ai des administrés qui viennent en mairie, parce qu'en plus, on a une campagne de publicité, notamment téléphonique, c'est tous les jours qu'ils reçoivent des coups de téléphone, etc. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas le droit d'utiliser ces nouvelles techniques, parce qu'on nous en rabat les oreilles, le Grenelle de l'environnement, le CI, etc. Et donc, ce parallèle, quelque part, l'État dit il faut aller vers les nouvelles technologies, etc. Et de l'autre côté, l'État, avec les bâtiments de France, qui dit non, vous n'avez pas le droit, parce qu'on préserver l'ancien. Moi, je suis d'accord sur des villages où il y a vraiment une harmonie architecturale importante, etc. Mais sur Sahor, quand on voit l'architecture dans sa globalité, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment d'harmonie. Et c'est vrai qu'on se pose parfois des questions en se disant, là, c'est trop. Alors, en ce qui concerne le développement durable et les énergies renouvelables, il se pose le problème de l'intégration de ces nouvelles technologies dans le bâti ancien. Alors évidemment, ces technologies ont du mal à s'intégrer dans une couverture ou dans une ancienne couverture. Donc, malheureusement, nous n'arrivons pas à l'heure actuelle à intégrer ces nouvelles technologies, ces panneaux solaires photovoltaïques, dans des anciennes toitures. Donc dans tout ce qui est visible de l'espace public, nous préférons carrément les interdire et nous étudions au cas par cas toute demande. Si ces insertions par exemple de panneaux de chauffe-eau solaire peut se faire sur un toit qui n'est pas visible des espaces publics, par exemple en bas de couverture, pour préserver l'ensemble de la couverture, nous ne sommes pas totalement opposés. Mais il ne faut pas que ces panneaux solaires fassent une tâche lumineuse et surtout par les reflets du soleil sur ces panneaux vitrés dans l'ensemble et des couvertures en terre cuite du village. C'est un projet d'une jeune architecte et d'un charpentier qui travaillent ici, qui ont choisi de s'impliquer dans le local, qui ont choisi de restaurer avec une intervention contemporaine un patrimoine historique. En particulier, ils ont su poser sur la toiture des panneaux solaires qui sont fabriqués non seulement dans un esprit d'optimisation solaire, on n'est pas là dans un pur placement financier, mais qui sont utilisés pour récupérer la chaleur pour chauffer l'habitat. Donc on est vraiment dans la démarche passive et ce qu'on peut appeler aujourd'hui le bioclimatisme. Mais pourquoi ils sont beaux? Pourquoi ils sont bien intégrés par rapport à des panneaux qui sont pâlement posés au milieu des tuiles? On dirait qu'ils ont des moustaches. Eh bien, c'est très simple, c'est parce qu'ils sont faits avec franchise. Et quand on les voit de loin, c'est un simple volume très pur. Alors que dans le reste des démarches, on est bien souvent dans une démarche mi-figue, mi-raisin. Donc en fait, là, le volume a été tout à fait adapté. Et quand on le voit de loin, c'est bien. C'est difficile à expliquer, c'est une question d'approche, mais en fait, c'est bien parce que ça a été dessiné par un professionnel. Et voilà que mon étude touche à sa fin. Quelle est la construction typique des Pyrénées catalanes? Je me garderai bien d'apporter une réponse à cette question. Ce n'est pas à moi d'en décider. C'est aux habitants de ce territoire qu'il revient de choisir et d'agir entre propositions héritées d'un passé plus ou moins lointain et exigences du présent. Reste à savoir, quel sera l'habitat de demain? Tout l'enjeu est dans la question de comment concilier les techniques de rénovation du bâti ancien et puis les nouveaux matériaux et les nouvelles attentes aussi en matière d'habitat des populations d'aujourd'hui et futures. Le parc, lui,
pour faciliter cette réflexion et l'engager, il donne à voir et il porte à connaissance en fait un certain nombre de choses, notamment l'histoire du territoire, les usages, la façon de vivre, et puis ce qui fait sens, qui relève du patrimoine, ce que les habitants ont envie de conserver et de montrer aussi, pour susciter la discussion et la réflexion. Il peut aussi amener et proposer des exemples, alors plus ou moins réussis, mais qui au moins suscitent la discussion et permettent de trouver des solutions pour cet habitat nouveau qu'on cherche à définir et à mettre en œuvre sur le territoire du parc.